Bonjour à tous et bienvenue sur Anonymal TV. Dimanche 7 juillet, vous aurez à élire votre nouveau député qui siégera à l'Assemblée nationale et représentera votre circonscription. Pour vous aiguiller dans votre choix, nous vous proposons aujourd'hui un débat entre les deux candidats qualifiés au second tour sur la 11e circonscription des Bouches-du-Rhône, à savoir Marc Pénat pour le Front Populaire, bonjour. Bonjour à vous. Et Hervé Fabre-Brespi pour le Rassemblement national. Bonjour. Bonjour. Alors bien évidemment, nous ne pourrons pas aborder tous les sujets lors de cette émission. Nous avons choisi de nous concentrer sur 3 des thématiques prioritaires pour les électeurs à l'échelle nationale et locale, à savoir la question du pouvoir d'achat, de la sécurité et du réchauffement climatique. On va donc pouvoir commencer. Avant ça, juste un petit point sur le cadre de ce débat. Donc on compte à peu près une vingtaine de minutes pour chacun de temps de parole. On va respecter l'égalité le mieux possible. On compte aussi sur vous pour éviter de trop vous couper la parole. Je sais que ça fait aussi partie des exercices du débat, mais la compréhension des électeurs reste quand même le but principal. En tout cas, je vous remercie d'être là et de jouer le jeu de cet exercice. Donc, le premier tour des élections législatives a eu lieu le 30 juin dernier. Ce sont presque 33 millions de Français qui se sont déplacés dans les urnes et qui ont placé le Rassemblement national et ses alliés en tête avec 33,20% des suffrages, suivi du Nouveau Front Populaire avec 28,27% et du groupe Ensemble avec 21,73%, pour ne citer que ces 3 forces politiques. Dans la 11e circonscription des Bouches-du-Rhône, les résultats sont plutôt similaires aux tendances nationales, puisque M. Fabre-Brespi, vous arrivez en tête avec 38,89%, suivi de M. Pénat avec 27,54%, et enfin Mohamed Lakila, le député sortant et candidat du groupe Ensemble, arrivé en 3e position avec 26,28%. Bien que qualifié pour le second tour, il a choisi de se désister, conformément aux consignes données par le Premier ministre Gabriel Attal pour, je cite, « empêcher le RN d'avoir une majorité absolue ». Monsieur Fabre-Brespi, vous êtes arrivé en tête sur toutes les communes de la circonscription à l'exception d'Aix, où c'est Monsieur Pénat qui s'impose. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, et on va commencer par Monsieur Pénat qui, pour aller avec le tirage au sort qui a été fait. Comment est-ce que vous analysez ce vote et la situation sur votre circonscription ? Écoutez, d'abord, ce que je veux dire, c'est que je me réjouis du taux de participation du premier tour. Oui. Nous sommes dans un duel au second tour. J'espère qu'il y aura autant de participation pour que le scrutin reflète pleinement la volonté des citoyens. Ensuite, la deuxième chose que je veux dire, c'est que je suis très heureux d'avoir été classé en 2 selon les catégories politiques habituelles, mais pour moi, je suis maintenant le candidat de la République, le premier candidat républicain. Le désistement de M. Lakila va dans ce sens, puisqu'il appelle à faire barrage au Rassemblement national. Donc je suis extrêmement motivé. Je connais l'écart qu'il y a avec M. Fabre-Brespi. Je pense qu'il peut être rattrapé par la mobilisation de toutes et de tous. Et donc je tiens à souligner l'importance de ce scrutin dans quelques jours maintenant. Monsieur Fabre-Brespi, je vous laisse répondre. Je vais faire un commentaire, effectivement. Je partage ce qui a été dit sur la participation, qui est effectivement important. Oui, parce qu'on est à seulement 31% d'abstention sur la circonscription. Absolument, c'est moins que dans d'autres scrutins. Je dirais aussi que, et vous l'avez vous-même évoqué, que j'arrive en première position alors qu'il y avait 7 candidats, mais aussi avec 24 524 voix. Ces voix, ce sont celles d'habitants, qui sont des habitants comme les autres de la circonscription. Ils sont aussi bien à Aix que dans les autres communes de la circonscription. Et ils méritent le respect, l'attention à leurs problèmes, à ce qu'ils ont voulu exprimer. Je les invite évidemment à se manifester à nouveau au second tour. Mais je compléterai juste cette analyse du premier tour en disant qu'il y avait effectivement 3 candidats, outre Marc Pénat qui est ici présent, Mohamed Lakila, et que Mohamed Lakila, dans un premier temps, il a dit qu'il se maintenait. Ensuite, il a dit qu'il ne se présentait pas, donc il se désistait, mais il n'a pas dit qu'il se désistait pour Marc Pénat. Il a dit au contraire qu'il avait essayé de joindre Marc Pénat au téléphone et par écrit, parce qu'il estimait être le mieux placé, ce que dit Mme Pétel dans la 14e circonscription, d'ailleurs, puisqu'elle s'est maintenue dans les mêmes conditions. Et qu'il
laissait Marc Pénat responsable de ce qui allait arriver. Ce n'est pas tout à fait la même chose que de dire qu'il le soutenait. Est-ce que je peux répondre ? J'analyse son propos, j'en ai terminé, en disant qu'il pense plutôt que je serai élu. Je vous laisse répondre, vous avez 1 minute. Je vais répondre simplement. Il y a un désistement républicain qui a été affirmé au plan national. Vous venez de le rappeler à travers Gabriel Attal. Ce désistement, celui qui est placé ou celle qui est placée avant l'autre, donc en seconde position, ici, le troisième se désiste automatiquement. Il y avait 1000 voix d'écart avec M. L'Aquila. Ce désistement républicain s'est fait. Et M. Fabre-Aubrespy connaît très bien la politique. En tant que candidat, on peut être déçu de son score, on peut avoir des hésitations. Mais M. L'Aquila, dès le lendemain matin, a bien compris que le seul candidat qui pouvait faire face au Rassemblement national, et il l'a dit d'ailleurs, il faut faire barrage au Rassemblement national, c'était moi. Donc il n'y a pas d'ambiguïté sur son retrait ou son désistement. À partir de là, il me laisse la responsabilité maintenant de battre M. Fabre-Aubrespy, de battre le représentant du Rassemblement national. Eh bien, je vais le faire, avec une mobilisation notamment de son électorat, à laquelle je vais m'adresser cet après-midi, mais je vais m'adresser de manière générale dans ce second tour. Voilà. Et donc je suis très très serein sur la capacité de rattraper M. Fabre-Aubrespy. Mais juste un petit commentaire complémentaire, c'est qu'il n'a pas dit d'appeler à faire barrage. Mais aussi, nous sommes exactement dans la même situation à 14e. Alors comment expliquez-vous le maintien de Mme Petel ? Mme Petel a sans doute des problématiques personnelles qui ne m'appartiennent pas de commenter ici. Oui, c'est vrai que ce n'est pas la même circonscription. Nous, on est dans la 11e, M. Fabre-Aubrespy. Vous auriez rêvé d'une triangulaire, elle n'y est pas. Non, pas du tout. On a maintenant un duel qui vraiment met en jeu 2 candidatures complètement différentes, 2 programmes, je dirais même 2 projets de société, de conception de la société radicalement différentes. Et c'est ce qui va s'éclairer, j'espère, dans ce débat. Je vous propose qu'on attaque les sujets de fond. Le premier terme à aborder dans ce débat, qui est peut-être la préoccupation principale des Français à l'heure actuelle, c'est la question du pouvoir d'achat. Puisque dans un contexte d'inflation qui dure depuis maintenant plusieurs années, de plus en plus de Français peinent à boucler leur fin de mois. Et votre circonscription est évidemment, comme l'ensemble du territoire, concernée par cette question-là. Surtout qu'on y retrouve aussi, comme ici au Jas de Bouffan, des quartiers politiques de la ville, c'est-à-dire des quartiers qui sont touchés par une importante précarité. Comment vous proposez de répondre à ces difficultés ? Monsieur Pénat, je vous laisse commencer. C'est tout le cœur du programme du nouveau Front populaire. C'est un programme qui est un programme de rupture par rapport à ce qui a été fait depuis de nombreuses années dans ce pays. C'est-à-dire notamment insister sur une politique de la demande. Et cette politique de la demande, elle implique d'augmenter les salaires de manière générale, surtout les petits salaires, surtout que souvent ils sont à temps partiel, ils sont trop bas dans notre pays. Et si on la compare par exemple à l'Allemagne, ils sont même très très bas. Il faut donc une politique volontariste en ce domaine. C'est le sens de notre première proposition, c'est-à-dire un SMIC à 1 600 € net. Ces 1 600 € net, c'est que 250 € ou quelque chose comme ça au-dessus du seuil de pauvreté. Ce n'est pas grand-chose. Et j'ai du mal à comprendre qu'on puisse penser que c'est irresponsable ou une folie, alors qu'en plus, c'est totalement financé. Mais on assume d'aller même plus loin que ça. C'est-à-dire que lorsqu'on augmente le SMIC, on le sait en économie, c'est l'échelle des salaires, de manière générale, qui augmente. Et cette échelle des salaires qui augmente, nous l'assumons. Parce que c'est ça la politique de la demande. Une échelle des salaires qui augmente, c'est quoi ? Ça veut dire demain plus de consommation, parce que les gens qui ont un pouvoir d'achat faible, ils n'épargnent pas à ce niveau-là. Ils consomment immédiatement. Et plus de consommation, c'est bien sûr plus d'activité économique. Ça permet aux gens qui sont souvent en très grande difficulté d'un peu respirer dans leur vie quotidienne. Et puis ça permet aussi à l'État, très vite, d'avoir plus de rentrées fiscales, ce qui permet en partie de financer cette mesure. Voilà. Et d'ailleurs, je tiens à préciser pour les petites et moyennes entreprises que le nouveau Front populaire a prévu des dispositifs d'accompagnement pour les premiers temps, les 2 premières années, en termes de trésorerie, pour pouvoir absorber cette augmentation du SMIC et l'augmentation des salaires. Et derrière, du coup, ensuite, l'activité économique permettra, je le crois, de montrer à quel point cette mesure elle est de justice sociale
Et elle est pertinente sur le plan économique. Je veux juste ajouter 2 choses. En Espagne, on a augmenté de 25% le SMIC. C'est un pays que je connais bien, l'Espagne. Je suis d'origine espagnole. Et la croissance est à 2,5 pendant que la nôtre est à 1 et quelques, et qu'elle reste très atone. Donc on voit bien la pertinence de ce type de mesure. Et puis en 68, ça date de longtemps, mais en 68, le SMIC avait été augmenté de 35%. Il ne me semble pas, malgré tout ce qui avait été dit au départ, que la France ait été en faillite. Au contraire, c'est un moment où on a appelé cela les 30 glorieuses. L'activité économique de la France était pleine et entière. Donc voilà ce que nous voulons. Nous voulons redonner un peu de pouvoir de vivre derrière le pouvoir d'achat, un peu d'espoir pour des millions et des millions de Français, et notamment dans les quartiers défavorisés. Et on accompagnera, bien entendu, cela. Je ne veux pas être trop long, mais je termine. M. Fabre-Aubrespy parlera tout autant. On accompagne cela aussi d'un rehaussement des pensions de retraite, qui seront dorénavant indexées sur l'inflation. L'allocation adulte handicapé. Pour les étudiants, on en reparlera peut-être, les APL qui vont être augmentés. Donc il y a un ensemble de dispositifs qui vont dans le sens du pouvoir d'achat. Et je me permets, car je l'ai lu attentivement, de dire à tout le monde que derrière l'idée que le Rassemblement national serait un parti qui proposerait des mesures sociales, il y en a strictement aucune. La seule proposition en matière de salaire, c'est de laisser la main aux entreprises qui pourraient augmenter jusqu'à 10%, s'ils augmentaient à partir de 10% les salaires, et on leur dit, vous aurez moins de charges sociales. C'est exactement la politique de M. Macron. C'est la politique qui a été menée depuis des années et qui n'est aboutie strictement en rien. Il n'y aura aucune augmentation de salaire dans ces conditions si on n'a pas une politique volontariste. Monsieur Fabre-Aubrespy, vous avez un peu moins de 5 minutes, donc je vous laisse expliquer les mesures du Rassemblement national. Je constate que M. Pénat critique avec vigueur M. Macron et qu'il dit aussi aux électeurs de M. L'Aquila, qui a priori était pour M. Macron, de voter pour lui. Parce que la République est en jeu, monsieur. Oui, la République, certainement. Oui, et la démocratie. Je ne vous ai pas interrompu. C'est vrai, pardon. Et il paraît que j'ai 5 minutes de retard quasiment. Nous, notre priorité, c'est effectivement le pouvoir d'achat. Mais ce n'est pas du tout la même chose que ce que veut faire et ce que propose le nouveau Front populaire qui va ruiner beaucoup d'entreprises et de patrons. C'est la baisse des taxes et la baisse du coût de l'énergie. Au 1er juillet, la facture de gaz a augmenté pour tous les Français de 11,7%. Il y a un prix de l'électricité qui est fixé au niveau européen. Il y a aussi le prix des carburants qui a beaucoup de taxes. Donc la priorité pour notre pays, c'est de réduire les taxes et les cotisations sociales. L'exemple de l'Espagne a été cité. Mais le prélèvement obligatoire en Espagne ne sont pas du tout du même niveau que celui de la France. C'est vrai. Et donc, ce qu'a pu faire l'Espagne, elle le pouvait grâce à son plus faible taux de prélèvement obligatoire, c'est-à-dire les impôts et les cotisations sociales, pour que tout le monde suive, et que nous. Or, donc, les premières mesures que nous voulons, nous, c'est simple, c'est la TVA réduite sur les produits de première nécessité. Ça, c'est un coût, puisqu'il y a une moindre rentrée fiscale, mais il y aura peut-être plus de consommation, donc plus de recettes qui vont entrer dans les caisses de l'État. C'est faire en sorte aussi que les entreprises aient moins de cotisations sociales à payer, d'où notre proposition, parce que ça n'a pas, M. Pénat n'a pas bien lu ou pas bien entendu. Il y a des propositions qui sont faites par Jordan Bardella et Marine Le Pen. Ils n'auraient d'ailleurs pas eu forcément ces chiffres que vous évoquiez au début pour le premier tour des élections législatives s'ils n'avaient pas fait ces propositions qui sont réelles, concrètes, chiffrées par des experts, par des gens qui s'y connaissent. C'est la suppression des cotisations sociales pour toutes les augmentations des jeunes, pour les jeunes de moins de 30 ans. On vous cite toujours le cas de ceux qui gagnent des millions, mais ce n'est pas le cas de la majorité. La majorité des jeunes, ils ont un salaire qui est relativement faible au début, quand ils restent en France, parce que beaucoup vont à l'étranger, mais ils ont aussi, évidemment, leur feuille de paye, où ils voient ce qu'on leur prélève, ce que paye leur employeur pour eux. Donc nous avons toute une série de mesures pour améliorer effectivement le pouvoir d'achat, mais l'améliorer réellement, sans mettre en cause l'économie. Parce que ce que nous héritons des 7 ans finalement
des mandats d'Emmanuel Macron, c'est 3 000 milliards de dettes. C'est un déficit budgétaire record chaque année. C'est un déficit de la balance commerciale. Donc il faut des mesures qui soient chiffrées, qui soient la contrepartie d'économies budgétaires importantes, et nous en proposons, notamment dans le domaine des aides sociales aux immigrés, aux étrangers, et d'avoir ainsi une réponse à la détresse de nos compatriotes. Quand vous allez effectivement au Pen Mirabeau ou à Septem, vous voyez des gens qui se demandent comment ils vont finir leur mois. Ils se demandent à partir du 15, 18 ou 20 du mois, comment est-ce qu'ils vont arriver à se nourrir, à se vêtir, etc. Ça, on ne l'avait pas connu depuis très longtemps. Et c'est la première des priorités. Est-ce que je peux répondre ? Vous êtes un petit peu en avance. Oui, mais après, M. Favreau-Esprit sur un autre sujet, parce que c'est le pouvoir d'achat, vous avez dit, c'est la première préoccupation des Français, donc c'est extrêmement important. Puis je sais à qui je parle dans ces quartiers populaires du Jas de Bouffan, où j'ai été souvent dans un certain nombre de bureaux de vote à plus de 60% en ma faveur. Donc c'est important de dire pourquoi et qu'est-ce que ça signifie. D'abord, la première chose, c'est que notre programme économique est entièrement financé. Quand j'entends M. Favreau-Esprit, je me pince. Plus de 300 économistes, jusqu'au prix Nobel d'économie, ont dit que notre programme économique était viable, qu'il était financé, qu'il était sérieux. Je demande à voir quel économiste du côté du Rassemblement national. Il n'y en a pas. Quel prix Nobel ? Il n'y en a pas. Quel prix Nobel ? Madame Duflot, elle est prix Nobel d'économie. Oui, Esther Duflot, elle a chiffré le programme, elle a dit qu'il était crédible. Non mais attendez, monsieur Fabre-Bissy, vous avez dit que vous n'allez pas m'interrompre, ne m'interrompez pas. Vous pourrez répondre, mais ne m'interrompez pas. Donc, 300 économistes, et vous savez, vendredi matin, j'y suis invité, je ne sais pas si M. Favreau-Esprit est invité, mais moi j'y suis, je suis invité aux rencontres économiques d'Aix, avec le Cercle des économistes, que j'ai accueilli en tant que président d'université pendant des années à Aix-en-Provence. Eh bien, j'y suis invité les économistes du Cercle des économistes, qui sont plutôt des libéraux. Eux-mêmes, aujourd'hui, ils font des papiers dans Le Monde, dans Les Échos, pour dire, attention, c'est pas sérieux, le programme du Rassemblement national sur le plan économique. Et ils ne mettent pas du tout sur le même plan les propositions du Nouveau Front populaire et les propositions du RN. Pour vous montrer que c'est... C'est pour ça qu'ils m'invitent pas. Peut-être. Quel vrai démocrate. Peut-être. Non, mais ça, là, ça les concerne. Mais, oui, ça les concerne. Mais je vais préciser quelque chose, je vais donner un exemple concret aux gens. Et après, on laissera monsieur... Concret aux gens. Il y a la mesure qui consiste notamment sur le gaz, l'électricité, le fioul, etc., de baisser la TVA en espérant ainsi que les prix vont baisser pour les consommateurs. Et on sait à quel point aujourd'hui, M. Favreau-Esprit a raison, c'est un problème quotidien des Français. Eh bien, ça ne marchera pas. Merci. M. Sarkozy l'a fait, baisser la TVA sur la restauration. Il n'y a eu aucune répercussion sur les prix donc dans les restaurants ou dans les cafés. En fait, l'argent est passé à autre chose, peut-être parfois à un réaménagement, je dirais, ou un investissement autre, mais sûrement pas sur le pouvoir d'achat et sur les prix. Donc je pense que c'est une mesure qui coûte 10 milliards, rien que ça, 10 milliards d'euros au budget de l'État et qui ne permettra absolument pas une baisse des prix de l'électricité, de l'énergie. Nous proposons quelque chose de beaucoup plus efficace, le blocage sur les produits de première nécessité et le blocage sur les prix de l'électricité, de l'énergie, du gazole. Vous venez d'assister, je vous laisse répondre, vous avez du temps, mesdames et messieurs les téléspectateurs, à une contre-vérité flagrante, un mensonge de M. Pénac qui en est coutumier. Non, je vous en prie. J'ai parlé des prix de l'énergie. Non, mais j'ai parlé des prix de l'énergie. Oui. J'ai parlé du prix de l'électricité, du prix du gaz, du prix des carburants. Il me répond sur les prix de la restauration. J'ai jamais parlé des prix de la restauration. Non, je donne l'exemple de M. Sarkozy il y a quelques années. Vous avez donné un exemple. Il fait chaud, qu'on est un peu fatigué, mais vous avez donné un exemple qui est totalement différent, puisque ce n'est pas un particulier qui encaisse les recettes de TVA liées à l'énergie et au gaz. Ce sont des grandes entreprises dont on peut fixer, encore une fois, le prix. D'ailleurs, ça a été fait en Espagne ou au Portugal, par exemple, et les consommateurs s'en sont fort bien portés. Donc ce que je dis, moi, et je ne dis pas autre chose, ce que nous disons, c'est qu'il y a effectivement une possibilité de redonner du pouvoir d'achat par une baisse du coût de l'énergie.
M. Pénat fait partie d'une grande coalition dans laquelle il y a la France insoumise, même s'il le cache, il y a les écologistes, il y a les socialistes, et les écologistes, ils sont contre l'énergie nucléaire. Mais l'énergie nucléaire, elle nous a apporté l'indépendance des faibles coûts de l'électricité, et donc c'est grâce à nos centrales nucléaires que nous avons acquis une certaine compétitivité sur le plan des prix de l'électricité. Mais l'Europe nous a supprimé ça, avec la fixation uniforme des prix de l'énergie. Donc nous allons revenir, c'est ce que nous proposons, à des prix de l'électricité beaucoup plus raisonnables, avec un développement de l'énergie nucléaire. Vous savez, on a entendu évidemment de la part de la majorité présidentielle des changements de stratégie, on va relancer, etc. Mais enfin, on a quand même arrêté des centrales nucléaires importantes et on a arrêté aussi le développement de l'énergie nucléaire. On a privilégié des éoliennes qui non seulement défigurent le paysage, mais en réalité ne produisent pas suffisamment d'énergie. Et nous, ce que nous proposons, c'est de garder l'indépendance énergétique à moindre coût que nous a procuré l'énergie nucléaire et de permettre aux consommateurs d'avoir de l'électricité et d'autres produits énergétiques meilleur marché. Je vais être court. Après, il faut vraiment qu'on enchaîne. Sur le marché européen de l'électricité notamment, là-dessus, je vous rejoins. Je fais la même analyse que vous sur ce point-là. Pas ceux qui vous s'y tiennent. Non, mais on fait la même analyse que vous, pas que moi, hein, on fait la même analyse que vous. En revanche, là où je ne suis pas du tout d'accord, c'est ce que vous dites, vous affirmez du nucléaire. Regardez le programme du nouveau Front populaire. Nous sommes d'accord avec ce qu'on appelle un mix énergétique et qui comprend évidemment une place très importante au nucléaire. Nous sommes d'accord avec la relance du nucléaire. Moi, je le dis, je pense qu'à un moment donné, ça a été une erreur qui n'a pas été faite d'ailleurs que par le gouvernement Hollande, c'est même antérieur, une erreur. De ne pas investir dans le nucléaire, qui était en plus effectivement une chance française du point de vue économique et du point de vue de la sûreté donc de cette énergie par rapport notamment aux problèmes de changement climatique, on l'abordera, hein, et d'environnement et des gaz à effet de serre qui aujourd'hui entraînent notre planète dans une très très grande difficulté. Donc ce n'est pas vrai. Le nouveau Front populaire, c'est une alliance de partis où des compromis sont passés. La ligne est claire, le nucléaire constitue un point essentiel avec les autres énergies renouvelables, parce que selon moi, il ne faut se priver de rien en la matière. On aura l'occasion de revenir sur la question environnementale tout à l'heure. Je vous propose qu'on enchaîne sur le deuxième thème important de ce débat, qui est celui de la sécurité. De plus en plus de Français disent se sentir en insécurité, notamment dans les grandes villes, qui est le cas par exemple d'Aix-en-Provence, qui est considéré comme un grand pôle urbain. Comment comptez-vous... est-ce que déjà vous pensez que cette problématique, elle se pose aussi sur ce territoire ? Et si oui, comment comptez-vous y répondre ? Monsieur Pénat, je propose qu'on laisse Monsieur Aubrespi entamer pour rattraper son retard. Mais écoutez, ce problème, il touche tous les Français, il touche tous les habitants de la circonscription, qu'ils soient directement concernés ou qu'ils voient ce qui se passe à proximité de chez eux. Directement concernés, c'est notamment le cas de Pen Mirabeau et de Septem, qui sont limitrophes avec Marseille. Vous connaissez la situation de l'insécurité à Marseille, le nombre de règlements de compte que nous avons connus depuis le début de l'année, les cités dans lesquelles il n'est pas possible d'entrer, parce qu'il y a des dealers, marchands, trafiquants de drogue qui interdisent l'accès ou qui font la loi, la pluie et le beau temps. Et il y a évidemment dans notre circonscription beaucoup de cités qui connaissent l'insécurité. J'en rencontrais encore tout récemment qui me parlaient de leurs problèmes quotidiens. Alors la première des choses, vous savez, j'ai été conseiller technique d'un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Charles Pasqua. Charles Pasqua, on l'a beaucoup critiqué, mais il était avec Robert Pandreau et il a dit non seulement il faut terroriser les terroristes, ce qui a été fait, à l'époque il y avait beaucoup d'attentats, il y en a eu à Paris et ailleurs, mais il a aussi redonné confiance aux forces de l'ordre. Je n'appellerai jamais à manifester contre les forces de l'ordre comme l'a fait Marc Pénat contre les violences policières en 2020. Je suis pour donner la confiance du pouvoir politique à ceux qui ont pour mission d'assurer la sécurité de nos concitoyens, qu'il s'agisse des gendarmes ou de la police. Je suis pour développer aussi, mais développer réellement leurs moyens. Quand vous allez dans un commissariat à l'heure actuelle,
allez par exemple voir ce qui se passe du côté des Pennes Mirabeau. Ils ont des locaux minables. Ils ont des locaux, en tout cas, qui méritent d'être entretenus. Et c'est ça qu'il faut donner. Non seulement des moyens matériels, mais aussi le respect de l'autorité. Il faut aussi que le laxisme judiciaire cesse. Ça suppose que l'on n'ait plus dans les prisons un certain nombre de délinquants qui sont en réalité des personnes qui sont sous le coup de OQTF, n'est-ce pas, des obligations de quitter le territoire français, parce qu'elles sont de nationalité étrangère, elles ne sont pas françaises, et il y a une décision qui a été prise à leur égard. Et je dirais que c'est une question d'état d'esprit aussi. La fermeté du politique, elle doit se manifester partout, sans concession. Il est inadmissible que l'on voit une jeune fille de 13 ans se faire violer par des jeunes de son âge. Il est inadmissible de voir, comme ça s'est encore vu aujourd'hui, des jeunes attaquer d'autres jeunes au motif de leur couleur de peau ou de je ne sais quoi. Donc on ne peut pas vivre dans cet état d'insécurité. Il faut s'en donner les moyens et surtout adresser un signal de fermeté à l'égard de la population et à l'égard de ceux qui sont en infraction avec la loi. Ça, nous y sommes déterminés. Et je crois que les Français se rendent compte qu'il y a eu beaucoup trop de laxisme en la matière. Et ça ne date pas de ce quinquennat. Vous avez cité tout à l'heure François Hollande. Il veut revenir maintenant en politique. Mais enfin, je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment eu beaucoup de succès dans la période 2012-2017. Bon. Monsieur Pénage, je vous laisse répondre. Pas que j'ai cité François Hollande, mais peu importe. Si, vous avez cité François Hollande. Bon, peu importe. La sécurité, d'abord, c'est un besoin fondamental et c'est un droit fondamental. C'est même la condition de nos libertés et de notre vivre ensemble. Donc je ne fais pas partie d'une gauche qui ne voudrait pas parler de sécurité et qui n'aurait pas des propositions à faire, comme cela est dans notre programme. Vous savez, dans ma jeunesse, mon engagement était à l'égard d'un homme qui s'appelait Jean-Pierre Chevènement, qui s'appelle toujours, il est vivant heureusement, Jean-Pierre Chevènement, qui a été un grand ministre et qui a notamment porté la gauche sur les problèmes de sécurité de manière très forte, très active et en même temps très républicaine, parce qu'on peut avoir l'ordre, la sécurité et en même temps respecter les libertés des citoyens. Et il me semble que dans le cas du RN, ce n'est plus le cas. Le déséquilibre se fait. Je vais essayer de l'expliquer. Pour notre part, quelles sont nos propositions ? D'abord, retrouver la police de proximité. C'était justement, d'ailleurs, une mesure de Jean-Pierre Chevènement. M. Sarkozy, donc la droite, l'a détruite. Personne, depuis, ne l'a rétablie. Or, la police de proximité, c'est fondamental dans les problèmes de sécurité parce que ça joue un rôle de prévention. Et en même temps, ce sont les gens qui seront d'abord sur le terrain, cette police, dès que le début d'une infraction est commise. Donc, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, on a des polices municipales d'un côté, une police nationale qui ne peut pas tout faire et qui n'arrive plus à tout faire, malheureusement. Je vais y revenir de l'autre côté. Il manque cette police de proximité où on connaît son policier, sans idéaliser, et où le policier connaît le quartier. Il n'y vient pas un étranger, tout à coup, où là peut se poser des problèmes. Il connaît son quartier, il est en lien avec les habitants, et les habitants lui font confiance. Ça, pour moi, la police de proximité, c'est un point fondamental. Le deuxième point fondamental, c'est notre investissement. M. Fabre-Vassier a raison de dire que l'état de nos commissariats en France est parfois scandaleux. Véritablement scandaleux. Et donc, un investissement très fort sur, effectivement, les moyens de la police en ce qui concerne notamment les commissariats qui doivent être rénovés. Parfois, certains sont fermés, il faut qu'ils soient réouverts. Et aussi les gendarmeries. Dans notre territoire, il y a le rôle très fort de la gendarmerie. Et souvent, c'est d'ailleurs un bon lien entre le citoyen et le gendarme qui se fait. C'est notre tradition républicaine, là aussi. Donc, c'est un point très important. Et troisième point, la formation des policiers. Parce que quand il y a des débats sur les violences policières ou pas, sur la manière dont ils interviennent ou pas, moi je pense qu'il y a une grande problématique qui est celle de la formation. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas formés, et certains sont extrêmement bien formés. Mais vous voyez, là, dans les dernières années de M. Macron, si vous voulez, on a voulu rapidement mettre des policiers sur le terrain, mais sans formation suffisante. Il faut avoir une formation de qualité. Ce qui aussi, d'ailleurs, permettra des perspectives de carrière pour ces policiers, parce qu'ils ne sont pas si bien payés que ça, comme tous ces métiers de service public. Et donc, moi, je vais aussi employer une autre expression pour terminer, et sans idéaliser les choses, avant de passer à un dernier point, ce sont des ouvriers de la sécurité, les policiers. Ce sont des gens très proches du peuple.
Donc il ne faut pas opposer. Et là, je ne suis pas d'accord avec la gauche qui oppose le peuple et les policiers. Croyez-moi, M. Fabre-Aubrespy, non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Là, c'est un sujet vraiment trop sérieux pour ne pas l'aborder de cette manière-là. Donc, encore une fois, pour moi, la sécurité, c'est central. Et il est normal que les gens aient ces préoccupations dans une société. Vous parliez du territoire, c'est ça que je voulais ajouter. Dans ce territoire, il y a bien des formes de délinquance. D'abord, il y a le narcotrafic, comme ailleurs, qui s'est installé, effectivement, aux portes de Marseille. Donc il y a les problèmes liés au trafic de drogue, qui détruit en plus les cités, qui détruit l'espérance des cités. Des tas de jeunes sont embarqués dans cette chimère terrible de la drogue. Donc c'est une question fondamentale. Il faut un plan Marshall là-dessus, parce que c'est la mère de toutes les batailles en matière de délinquance, même si ce n'est pas la seule. Après, oui, je le constate, moi je n'ai pas de tabou. Il y a une montée de la violence dans la société, et notamment dès le plus jeune âge. Donc on voit bien qu'il y a un problème de déstructuration sociale lié à l'éducation, sans doute dans les familles, mais aussi lié à la désespérance sociale de la société injuste dans laquelle on est. C'est pour ça que je suis un homme de gauche. Je veux aussi changer la société sur ce plan-là, et je suis sûr que cela amènera plus de sécurité pour nos concitoyens. Donc pour moi, c'est vraiment une problématique vraiment fondamentale. Mais aussi, il ne faut pas le négliger, moi je suis aixois et je le sais, Aix-en-Provence a des records de cambriolage. Et il ne faut pas penser que c'est une petite délinquance. D'ailleurs, parfois c'est très violent. Si vous êtes à votre domicile à ce moment-là. Et puis, de manière générale, il faut prendre en compte aussi l'atteinte aux biens. Il y a l'atteinte aux personnes qui est le plus grave, mais il y a aussi l'atteinte aux biens. Donc, sur ce territoire, il y a vraiment de vraies problématiques. Et si vous parlez aux policiers, qu'ils soient municipaux ou nationaux, la première question qu'ils vous posent, avant même de savoir si on est laxiste ou pas, quels moyens avons-nous et pourquoi n'avons-nous si peu de moyens ? Si peu de moyens, souvent pour la police, si peu de moyens pour la justice ensuite, pour juger et réprimer. Et c'est ça qu'on a laissé depuis des années en jachère dans notre société. Monsieur Fabre-Aubrespy, tout à l'heure, vous parliez de fermeté pour contrer justement un laxisme, pour reprendre vos termes. Concrètement, par quelle mesure se traduit du coup cette fermeté dont vous parliez ? Je dirais d'abord que les policiers ou les gendarmes, les forces de l'ordre en général, doivent être soutenus. Marine Le Pen, lors de la campagne présidentielle, elle avait soutenu l'idée d'une présomption de non-culpabilité. C'est-à-dire que lorsqu'un policier est obligé de se défendre, c'est qu'il est attaqué. Et ce qu'on a connu dans une période qui date pratiquement du quinquennat de François Hollande, c'est la non-considération par rapport aux policiers. Les policiers, ils ont besoin d'être soutenus. Moi, j'ai été très choqué que des partenaires de la coalition à laquelle appartient Marc Pénat mettent des affiches avec un policier mort, un vote RN en moins. Je l'ai vu. Mais ça ne représente qu'une infime minorité. Et je suis scandalisé comme vous, M. Fabre-Aubrespy. Mais vous êtes scandalisé, mais vous aviez aussi fait une manifestation contre les violences policières au moment de l'affaire tragique de Naël. Nous n'avons pas fait ça. Ma question portait sur les mesures concrètes. Oui, les mesures concrètes, c'est d'abord une mesure de considération. La formation des policiers, elle existe, elle est faite, mais quand vous avez effectivement cette attitude à l'égard des policiers, ça les démoralise, ou ça peut en tout cas les démobiliser. Deuxièmement, ils ont été beaucoup sollicités pour des choses où ils n'auraient pas dû être sollicités, parce qu'il y a eu la crise des Gilets jaunes, il y a eu les manifestations qu'on a connues ces dernières années. Donc c'est tout un état d'esprit qui fait que les policiers auront plus confiance. Il faut aussi évidemment des moyens. Pour ça, ça suppose de faire des restrictions budgétaires dans certains postes pour créer des dépenses. Et puis il faut aussi que côté de la justice, il n'y ait plus de fermeté dans l'exercice des peines. Qui, à l'heure actuelle, effectue une peine quand il est condamné à moins de 6 mois? Personne, quasiment. Donc c'est là le problème aussi. C'est-à-dire qu'il faut que le code pénal soit appliqué rigoureusement, et il faut qu'on ait les moyens d'en donner l'application à ceux qui sont chargés d'appliquer le droit dans un jugement, par exemple. Et pour ça, il faut évidemment des places de prison supplémentaires. J'ai connu, je ne veux pas paraître plus vieux que je ne suis, mais enfin j'ai connu quand même la période des 15 000 places de prison du gouvernement de Jacques Chirac en 1986, lorsqu'Albin Chalandon était ministre de la Justice.
On avait trouvé des moyens, et vous en connaissez, parce qu'il y en a très près d'ici, la prison de Salon-de-Provence, la prison de Luynes, où vous avez une gestion qui est mixte, avec une gestion de l'État pour les personnels pénitentiaires et une gestion privée pour le reste. Il y avait eu à l'époque 15 000 places de prison supplémentaires. Il nous en faudrait à peu près le même nombre. Eh bien, il faut aussi entamer ceci pour que la fermeté puisse être réellement suivie d'effets, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je peux ajouter, c'est un sujet trop important, je voudrais ajouter des éléments. Tout ce que dit M. Fabre-Vestine, tout n'est pas faux, mais je vais nuancer et apporter des précisions peut-être, humblement. En matière de justice, tout d'abord, je crois que le plus grave, c'est pas le laxisme de la justice, parce que quand on regarde depuis quelques années l'activité des tribunaux, non seulement elle augmente, bien entendu, mais les peines sont de plus en plus sévères, contrairement à ce qu'on nous raconte dans certains médias. Ce n'est pas vrai. C'est le premier point. En revanche, oui, la justice, ça on peut le dire de manière générale, elle est trop lente. Elle ne réagit pas assez vite. Et donc, les victimes ont souvent l'impression que, voilà, il n'y a pas la réaction judiciaire qu'il faudrait dans un laps de temps assez court. On juge des affaires bien après, finalement. Il ne s'agit pas de juger de manière expéditive. Moi, je suis un grand défenseur de l'état de droit et je pense que le Rassemblement national, dans certaines de ses mesures, le malmène. Mais en revanche, je pense qu'il faut donner les moyens à la justice de juger plus rapidement. Parce que la deuxième question, au-delà de soutenir les policiers, pour moi, c'est vraiment le statut de la victime. Il n'y a pas en France, par rapport à d'autres pays que je connais, un réel statut de la victime. Et on le sent de plus en plus aujourd'hui. Les victimes ne se sentent même pas reconnues, parfois ou toujours, en tant que victimes. Et ça, c'est vraiment un problème de notre système judiciaire que l'on doit absolument changer. C'est quelque chose de fondamental. C'est pour ça que le débat manichéen, qui n'est pas un débat, le laxisme, pas le laxisme, le laisser-aller, pas le laisser-aller, je pense que ce n'est pas le sujet numéro 1 de notre société. Aujourd'hui, le sujet numéro 1, c'est le statut de la victime, c'est donner des moyens à la justice pour qu'elle juge plus rapidement. Et enfin, je voudrais dire à M. Fabre-Vestine que je ne crois pas une seconde qu'on sera capable, en peu de temps, de construire 15 000 places de prison en France. Voilà, on n'en sera pas capable parce que d'abord, je pense que quand on voulait construire une prison, c'est comme dans d'autres domaines, la plupart du temps, les habitants du quartier n'en veulent pas, les gens qui sont autour n'en veulent pas. Alors, l'État peut l'imposer, mais ça demanderait un plan Marshall de très très grande envergure, et ce n'est pas le cas. Et puis, deuxièmement, moi je pense que c'est une société désespérante que celle de la prison. Je pense qu'il faut sanctionner. Mais je pense que la culture que l'on n'a pas, notamment dans notre pays, c'est suffisamment de peines alternatives à la prison. Parce que les conditions actuelles de vie en prison sont abominables, que les gens ne pensent pas que c'est un hôtel 4 étoiles. Il y a parfois, souvent, par exemple à la prison de Luynes, vous avez 3 personnes dans 9 mètres carrés. La prison ne sert pas qu'à réprimer, à protéger la société. Bien sûr, c'est le rôle numéro 1, mais elle a un rôle de réinsertion. Vous allez faire sortir des gens comment et à quelles conditions? Et donc, notamment, la prison a ce rôle de réinsertion. Si vous avez les conditions actuelles de nos prisons, vous avez des gens qui vont être amenés à être encore plus violents et plus dangereux pour la société. Donc, c'est donc une faillite. On ne va pas construire comme ça 15 000 places de prison. Aux États-Unis, il y a des prisons et de la répression. C'est la société la plus violente dans les pays développés que l'on puisse connaître. Donc, il faut trouver des peines. Pas il faut trouver, on a, mais il faut les développer, des peines alternatives à la prison, surtout quand c'est des délits, pas mineurs, mais assez mineurs, qui permettent ces peines alternatives. Monsieur Fabre-Vestine, vous Donc avez le temps de répondre sur nous cette avons une question. philosophie complètement différente avec Monsieur Pénat et ceux qui l'entourent. C'est le laxisme, c'est libérer des personnes qui mériteraient d'aller en prison. Pu apparaître comme laxiste. C'est en tout cas ce que vous avez dit et ce que disent vos partenaires. Vous ne pouvez pas être indépendant. J'ai observé que sur les bulletins de vote du premier tour, vous n'aviez pas mis le sigle LFI. C'est mentir aux électeurs, puisque vous en faites partie. Non, mais attendez, j'ai du temps de parole et laissez-moi m'exprimer sur la façon dont je souhaite le faire. Je vous répondrai, monsieur Fabre-Vestine. Oui, mais sauf que vous avez dépassé depuis longtemps le temps de parole qui m'a été accordé. On ne peut pas donc dire ce que vous avez dit. Vous n'avez aucune connaissance de l'histoire. La prison de Salon, qui est à Bel-Air, la prison qui est à Bel-Air, au quartier Bel-Air de Salon, oui. Elle a été faite dans le cadre du programme Chalandon que j'évoquais tout à l'heure. La prison de Luynes aussi.
Et il n'a pas fallu des années et des années pour le faire. Il a fallu une volonté politique. Et contrairement à ce que vous dites, il existe des quartiers dans lesquels il est possible d'avoir des prisons, surtout si elles sont justement des prisons et qu'elles ne sont pas dans un état de vétusté que l'on connaît. Ça fait très longtemps que le système pénitentiaire doit être rénové. Moi, ça fait très longtemps que j'ai vu des prisons qui sont dans un état épouvantable. Donc il faut qu'elles soient dans un bon état pour accueillir. Il faut aussi qu'on cesse le trafic de drogue dans les prisons, etc. Donc je peux vous assurer qu'il y a la possibilité d'avoir une politique de fermeté. C'est un état d'esprit qu'il faut. Je suis persuadé aussi que les Français, ils en ont assez. Ils en ont assez et ils l'expriment par leur vote. Ils veulent un véritable changement. L'alternance que nous proposons, c'est effectivement une alternance qui va garantir plus de sécurité aux citoyens. Parce qu'on sera intraitable. Lorsque j'étais maire de Cabriès, pendant 13 ans, j'ai eu aussi des problèmes d'insécurité. J'ai doublé, triplé quasiment l'effectif de la police municipale. Mais il faut que les communes soient aidées. Il faut qu'elles soient aidées par l'État, qu'il y ait des conventions, qu'il y ait une possibilité d'action en commun, et de façon à ce que les citoyens se sentent beaucoup plus en sécurité. C'est un des thèmes prioritaires, en tout cas, de notre campagne. Mais pour rejoindre ce que vous dites, quand je vous ai questionné sur les mesures du Rassemblement national, vous avez évoqué des mesures en termes de... par rapport à la prison, en termes de sanctions. Est-ce que pour vous, la réponse à cette insécurité que les Français ressentent de plus en plus, elle passe uniquement, ou en tout cas principalement, par ces sanctions-là? Non, mais il y a aussi des sanctions. Quand un jeune qui donne lieu à des allocations familiales commet des irrégularités, on peut tout à fait sanctionner les parents. C'est aussi une possibilité. Donc c'est encore une fois un... De toute façon, vous avez tout un état d'esprit à donner. Vous avez la justice qui doit être plus rapide. Ça, c'est effectivement possible si on s'en donne des moyens, si on permet que les juges puissent avoir plus de moyens. Il existe de nombreux magistrats, vous savez, dans lesquels les moyens matériels sont absolument... je suis moi-même confronté à des problèmes de justice comme ça, où ils n'ont pas du tout les moyens d'exercer leurs fonctions. Donc c'est tout un ensemble qu'il faut faire. Mais pour ça, il faut que l'État fasse des économies. Et je ne l'entends pas de la part du nouveau Front populaire. J'entends des dépenses, je vois des dépenses, mais je ne vois pas des économies. Or, il faut faire des économies budgétaires. Il faut faire des économies dans le budget de la sécurité sociale. Il faut éviter qu'il y ait des fraudes comme il y a aujourd'hui. C'est un problème que je connais bien. Les infirmiers libéraux que je surtout de la fraude fiscale, monsieur Fabre. Je parle de la fraude sociale. Oui, mais je parle de la fraude sociale, c'est-à-dire déficit des personnes. De l'État, c'est la fraude fiscale. Ouais, c'est impossible de débattre. Je dis simplement que la fraude sociale, elle existe, qu'il y a des institutions pour cela, à condition que les moyens soient donnés en termes de sécurité sociale. Il faut surtout faire des économies sur le train de vie de l'État. Je pense qu'un certain nombre d'agences d'autorités administratives indépendantes peuvent être réduites ou supprimées. On a créé les ARS, les agences régionales de santé. Ce sont des mastodontes. Ce sont des mastodontes administratifs. C'est la même chose d'ailleurs dans certaines collectivités où on n'a pas l'intérêt du citoyen en vue. On a beaucoup de dépenses qui sont des dépenses administratives, qui font plaisir aux élus, mais qui ne sont pas des dépenses productives. Donc je suis absolument persuadé qu'il y a des économies budgétaires à faire et des recettes complémentaires à trouver. On n'est pas du tout contre la taxation d'un certain nombre de surprofits, mais il faut qu'il y ait aussi des économies qui soient réalisées sur le budget de l'État. Nous sommes dans un État, ça fait combien? 20 ans peut-être qu'on dit qu'on a un taux de prélèvement obligatoire supérieur à ce qu'il devrait être. Actuellement, on doit être à 57-58%. C'est énorme. Parmi les pays du monde qui sont dans la même situation que nous, ce taux est beaucoup trop important. Voilà ce à quoi nous allons nous atteler. Voilà pourquoi il nous faut un gouvernement fort. Voilà pourquoi Jordan Bardella ne cesse de répéter qu'il faut obtenir une majorité absolue. Et j'appelle tous les citoyens à nous apporter leur suffrage de façon à ce qu'il y ait un nombre suffisant de députés à l'Assemblée nationale. Je pense qu'on va devoir enchaîner. Oui, vous êtes arrivé à peu près au quand même niveau. Regardez, ça, c'est quelque chose de fondamental. Vous lui avez posé la question, M. Fabre-Aubrey, vous avez bien fait. Le problème de supprimer, retirer les allocations familiales à une famille parce qu'il y aurait un acte de délinquance d'un membre de la famille. C'est inique, c'est contraire à toutes les valeurs de la République. Et en plus, excusez-moi, c'est bête et ridicule
Parce que dans une famille, vous avez 3 enfants, une mère, beaucoup de familles monoparentales, il y en a plein au Jas de Piton. Vous avez 3 enfants et une mère. Il y a 3 enfants, d'accord ? Il y a un des enfants qui commet un acte de délinquance et il doit être évidemment sanctionné. Mais vous allez sanctionner toute la famille qui vit déjà difficilement. Le retrait des allocations familiales, vous punissez les autres enfants et la maman. C'est-à-dire que vous punissez les allocations familiales pour le premier enfant. Non mais ça n'a aucun rapport avec. Non mais ça n'a aucun rapport. Non mais ça c'est la politique familiale. Là je vous parle de votre philosophie pénale et Monsieur Favreau-Vespry ne l'a pas évoqué. Il y a une deuxième hérésie, c'est les fameuses peines plancher que veut remettre au goût du jour, après l'époque Sarkozy, le Rassemblement national. C'est anticonstitutionnel, vous le savez. Ça contrevient au principe de l'individualisation des peines et en plus, ça n'a aucun effet en matière de répression. Et dernier point, alors, ne m'expliquez pas que vous allez vous taxer les riches. Vous êtes au contraire le représentant des intérêts financiers les plus hauts. Vous faites croire aux classes populaires que vous êtes avec eux. Vous ne serez pas avec eux. Dans votre programme, 10% les plus riches, ça sera toujours mieux pour eux. Et 30% des plus pauvres, ça sera toujours moins bien pour eux. C'est ça le Rassemblement national. Monsieur Aubrespi, je vous laisse répondre en 1 minute et après on passe au dernier thème. Là, on sent le programme de la France insoumise. Mais je vais vous dire, c'est pas du tout ce que je dis. Hein. Quand j'ai dit que l'allocation pour le premier enfant avait été supprimée, c'était pour répondre à ce que vous me disiez à propos de la suppression des allocations familiales pour les personnes qui étaient mineures. Mais dans ce que j'ai dit, c'est au prorata, évidemment, des enfants qui seraient en situation de délinquance. Ce que je veux, moi, c'est qu'on n'ait plus la situation où aucune femme ne peut sortir en étant sûre de ne pas être agressée. Je veux aussi que les enfants ne s'agressent pas entre eux à partir de l'âge de 12-13 ans. Voilà ce que nous proposons et c'est ce que nous ferons si les Français nous accordent leur confiance le 7 juillet prochain. On a passé un bon moment sur la question de la sécurité qui est importante et primordiale. Je vous propose maintenant qu'on passe au dernier thème important qui est du coup celui de la question climatique. C'est une question qui est particulièrement sensible chez les jeunes et qui apparaît d'ailleurs comme la première priorité pour 33% d'entre eux selon un sondage récent réalisé par l'Ipsos. Et beaucoup de jeunes se disent, même de jeunes militants se disent pessimistes quant à l'avenir de leur planète. On a évoqué tout à l'heure la question du nucléaire. Quelles sont les mesures proposées par vos formations politiques respectives pour répondre aux enjeux environnementaux et surtout pour redonner un petit peu espoir à la jeunesse vis-à-vis de ça? Monsieur Pénat, je vous laisse commencer, à part si Monsieur Aubrespi, vous voulez commencer pour... Moi, je suis très intéressé par ce que va dire Monsieur. Alors, Monsieur Aubrespi, vous avez un peu de retard, donc on va vous laisser commencer. Vous savez, on a fait des erreurs en confondant l'écologie avec une couleur politique. Les écologistes se sont appropriés le combat pour la préservation de l'environnement. Il appartient à tout le monde et tout le monde a des solutions à proposer. Vous avez évoqué le nucléaire, je l'avais moi-même évoqué. J'étais à l'époque où on a inauguré le projet ITER, qu'on connaît bien dans la région d'Aix-en-Provence, puisqu'il est à Cadarache. Et ce projet, la France a obtenu dans une concurrence qui était à la fois européenne et internationale. Et il produira peut-être des effets. Mais ce n'est pas l'éolien qui va en produire. Il ne faut pas tromper aussi, ce n'est pas l'électrique. L'électrique, le problème de l'électrique, à l'heure actuelle, c'est qu'on n'a pas encore la possibilité d'avoir des réelles batteries qui durent pendant très longtemps. C'est pire que pour les portables, d'ailleurs. L'autre jour, une dame racontait que pour aller à Lyon, ça lui avait pris 8 heures venant d'Aix-en-Provence, parce qu'il fallait aller dans une station-service, que dans une station-service, il y a trop de monde pour réapprovisionner l'alimentation de la batterie. Enfin, des choses ahurissantes. Nous, ce que nous proposons, c'est... Et puis, alors, on a pénalisé les Français. Parce que leur dire qu'ils ne pourront plus avoir de voitures avec carburant fossile, comme l'essence ou le gazole, alors que les voitures électriques coûtent le prix que l'on sait, qu'il n'y a encore pas d'occasion, c'est une hérésie, là aussi. Et interdire, avec les zones à faible émission, le passage dans certains quartiers, c'est une hérésie. Autrement dit, ceux qui ont pris ces responsabilités, ces décisions, ne vivent pas la vie de nos compatriotes. La vie de nos compatriotes de tous les jours. Moi, quand j'étais maire, je voyais tout le monde, et puis je continue aussi à rencontrer tout le monde. Je vois exactement les problèmes qu'ils ont. Eh bien, nous voulons une politique qui soit une politique de petits pas et de préservation de l'environnement. Il y a des choses qui ont été faites, mais encore une fois, ce n'est pas les éoliennes qui vont nous permettre
de faire des pas de géant pour qu'une éolienne tourne bien. Il faut parfois lui produire elle-même, lui donner de l'énergie. Le reste du temps, elle est en panne. Défiguration du paysage, défiguration des rivages et des paysages maritimes. Donc, il n'y a pas une rentabilité extraordinaire. Donc, le réchauffement climatique, il existe, peut-être. Il existe, il n'est pas contesté, ou en tout cas il est discuté par certains scientifiques, mais on le constate chaque jour avec des variations. Il faut y aller progressivement. La France a déjà fait beaucoup, et je pense que c'est à elle de mener une politique nationale pour le faire, pour réduire les émissions que l'on connaît. Mais en tout cas, il ne faut pas être, il ne faut pas être des stakhanovistes ou des politiques comme le font les écologistes, qui font parfois des choses aberrantes. On le voit dans certaines villes qui sont dirigées par les Verts. Monsieur Pénat, je vous laisse répondre sur les mesures du Front populaire. Vous venez d'entendre, quoi. Je pense que toute la jeunesse qui vient d'entendre les propos de M. Fabre-Aubrespy vont être totalement concernés. M. Fabre-Aubrespy nous dit on a le temps. On peut faire ça tranquillement, à notre rythme. Mais non, on n'a pas le temps. La maison brûle, monsieur Fabre-Aubrespy. La maison brûle. Et donc, notre planète, elle est gravement en danger. Qu'est-ce que nous allons laisser comme monde à nos enfants? C'est la question qui est posée par l'écologie. Elle n'est pas partisane, je vous retiens. C'est une question fondamentale de société. Vous n'y répondez pas. Vous n'avez strictement aucune mesure. Vous êtes obsédé par les éoliennes. D'ailleurs, vous êtes obsédé. Attendez, ne me contredisez, s'il vous plaît. En fait, vous êtes obsédé. J'ai remarqué dans ces débats avec vous, vous êtes obsédé par deux choses, les étrangers et les éoliennes. Voilà, ça vous résume à peu près. Les étrangers et les éoliennes. Quant donc à l'écologie, il nous faut, comme le dit le programme, mais c'est dit depuis des années, une véritable bifurcation écologique pour des enjeux fondamentaux de notre planète. D'abord, je rappelle que la France est actuellement condamnée pour inaction climatique. Merci, M. Macron, qui voulait être le président de l'écologie. Il y a eu ce collectif sur le climat qui a fait des propositions très importantes, intéressantes. Collectif citoyen, c'est de la démocratie, ça. Il n'a pas du tout été suivi sur la plupart de ces propositions. Pour une seule raison, dont M. Fabre-Aubrespy ne parlera pas, c'est que lorsque vous avez comme obsession le profit, l'argent et la rentabilité, vous n'êtes pas dans le long terme et vous ne pouvez pas parler et agir en matière d'écologie. Nous allons le faire. Ça veut dire quoi? D'abord, pour avoir les moyens de notre investissement, nous rétablissons, vous le savez sans doute, l'impôt sur les grandes fortunes, et nous le rétablissons en ayant une ISF écologique, puisqu'on va mettre un certain nombre de moyens à partir de l'ISF sur les grands investissements qui sont très coûteux, dont nous avons besoin en matière d'écologie, en lien avec ce que fera, je l'espère, en ce domaine, l'Union européenne, si elle n'est pas trop à droite ou pas trop d'extrême droite, bien entendu. Donc, un grand plan d'investissement dans ce domaine. Ce plan d'investissement, il touche énormément de questions, mais je vous parle, par exemple, d'une question d'investissement colossale qui est l'isolation de nos bâtiments, qu'ils soient publics ou l'isolation thermique tout court. Ça, c'est un enjeu colossal, car on va aussi moins consommer d'énergie, on va être moins polluant, et c'est donc une écologie pratique, pas du tout idéologique, de tous les jours que nous allons mettre en place. Il y a un plan vert dans notre programme qui touche tous les domaines de la vie économique et de la consommation, parce que l'écologie, c'est pas simplement la planète et sauver la planète comme je viens de le dire, bien sûr, mais c'est l'écologie de tous les jours qui va parler à tous nos concitoyens. C'est l'alimentation, c'est la santé, c'est la qualité de l'alimentation, la qualité de notre cadre de vie qui est aussi extrêmement important. C'est ça l'écologie du quotidien. Et ça, dans le programme du RN, il n'y a rien. C'est le retour de la bagnole, la manière de Georges Pompidou, que peut-être M. Fabre-Aubrespy a connu dans les années 70. C'est aberrant par rapport à aujourd'hui. Donc l'écologie, c'est quoi aussi? C'est un investissement dans les transports publics et les modes, vous le savez, de déplacement. Et ça, dans ce domaine-là, c'est pareil. Il y a eu quand même quelques bonnes idées là, ces derniers temps dans le gouvernement Macron. M. Sulisi qui affronte l'un des candidats du RN dans une autre circonscription, qui est un député sortant Renaissance, avec le RER métropolitain, avec les investissements de Marseille en grand, qui doivent permettre de développer les transports publics. Ça touche à l'emploi, les transports, ça touche au logement, pour ne pas être logé trop loin, et ça touche à l'écologie, puisque vous faites de la pollution, vous entamez la santé de nos concitoyens.
Voilà les sujets sérieux. Les sujets sérieux, c'est ça. Je rejoins sur un point quand même, M. Fabre-Vespy. Oui, les Gilets jaunes, ça a commencé par la taxe carbone, la taxe sur le gasoil. Et c'était une aberration du gouvernement Macron. C'est pas comme ça qu'on fait de l'écologie. Ça, c'est vrai. On ne peut pas, sanctionner ou punir les pauvres comme si c'était eux qui polluaient d'abord. Non, c'est pas eux qui polluent d'abord. Il faut vraiment avoir une bifurcation écologique de l'ensemble de notre économie. Oui, mais il faut être aussi réaliste. On parlait des jeunes. Mais les jeunes, ils n'ont plus de logement. Pourquoi? À cause du fameux DPE, le diagnostic de performance énergétique. Mais non, attendez, mais soyons concrets. Mais non, c'est aberrant, ça, c'est aberrant. Soyons concrets. On ne peut plus vendre à l'heure actuelle beaucoup de propriétés, même quand on est dans le besoin, parce que le DPE est à l'échelle de E ou F. Mais c'est pas ou ça G. le problème de logement. Deuxièmement, écoutez les personnes du bâtiment et vous verrez ce qu'ils vous diront. C'est que la location non plus n'est plus possible. Donc, quand j'ai parlé de rythme dans l'écologie, c'est à ça que je faisais allusion. La France n'est pas en si mauvaise position par rapport à des pays qui polluent beaucoup plus la planète que nous. Et si nous avons été condamnés, c'est pas pour polluer, c'est pour ne pas avoir respecté des objectifs que nous nous étions fixés. C'est pas du tout la même chose. Oui, mais ces objectifs, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et oui, mais pour autant, c'est pas parce que d'autres polluent plus que nous on doit polluer. Par exemple, dans le pays d'Aix, pour autant dans le pays d'Aix, là, je m'adresse aux jeunes comme aux moins jeunes. Ils le voient tous les jours. Les embouteillages, ils sont partout. Les problèmes de circulation, ils sont partout. Mais personne n'a offert une autre solution. Il y a une carence terrible en matière de transport public. Je l'ai évoqué et je le redis. Il suffit de circuler dans la 11e circonscription, par exemple, d'aller à la Durane ou d'en revenir le soir, ou d'aller aussi au centre-ville d'Aix depuis les quartiers. Attendez, quelles sont vos propositions dans ce domaine? Vous n'en avez aucune. C'est terrible de ne pas pouvoir discuter calmement. Et non, mais si, je discute calmement. Je dis simplement que les écologistes, à vouloir trop, vous avez cité les gilets jaunes, mais à vouloir faire trop vite, eh bien, on a retardé des choses qui auraient pu être faites. Moi, je suis partisan de faire un certain nombre de choses, mais de les faire au rythme que ne peut supporter la population. Tant qu'on n'aura pas augmenté le pouvoir d'achat, tant qu'on n'aura pas résolu un certain nombre de problèmes, on ne pourra pas leur imposer à nos concitoyens des mesures aussi drastiques. Alors, vous avez le même temps de parole à 6 secondes près. Donc, je sais que ces thèmes sont très importants et très intéressants et qu'on pourrait faire un débat sur chacun. Mais je vous propose qu'on conclue du coup ce débat. Je vais vous laisser 1 minute à chacun pour expliquer, ou en tout cas nous dire ce que vous parlez aux électeurs pour les convaincre d'aller voter le 7 juillet. On commence comme au début par M. Pénat. Vous avez 1 minute. Merci. D'abord, je veux dire que dans cette élection, on l'a encore vu dans ce débat, le programme du Rassemblement national n'est ni réaliste ni crédible. C'est un chemin qui ne mène nulle part, c'est des mesures inapplicables et c'est un programme qui ment sur un certain nombre de dispositions. Et donc, ne croyez pas que ce programme est nouveau, c'est faux, il a déjà été appliqué, nous le connaissons, il s'appliquait déjà en Europe, en Hongrie, en Italie, en Argentine. Il s'est appliqué à Vitrolles, à Marignane, il y a quelques années. Vous êtes jeune, vous auriez pu connaître. Et on sait que c'est le déclassement économique qui arrive très vite, la répression autoritaire et la fin des droits sociaux. Face à cela, il faut choisir le chemin du progrès, celui que je représente, c'est-à-dire le chemin du rassemblement du camp républicain dans son ensemble. Et ça, c'est très important. Celui qui renforce le pouvoir d'achat, je l'ai dit, qui reconstruit les services publics. Il n'y a pas que la justice et la police. Il y a de nombreux services publics en déshérence et qui assurent votre sécurité. Je crois que je suis plus crédible que M. Fabre-Vespy en matière de sécurité. Le seul extrême dans cette élection, il est en face de moi. Et ma candidature, c'est celle d'un démocrate acharné, d'un homme engagé, universitaire, républicain, de philosophie socialiste. Et donc, dimanche, je compte sur vous. Vous pourrez, lorsque je serai député, compter sur moi. Monsieur Fabre-Vespy, c'est à vous. Vous avez un peu plus d'1 minute. Combien ? Vous avez un petit peu plus d'1 minute parce que M. Pénat... Je voudrais juste dire d'abord une chose. Contrairement à ce que vous avez dit, le maire de Marignane est député suppléant aujourd'hui du député réélu Franck Alizio, réélu au premier tour. Le maire de Beaucaire, le maire de Perpignan, le maire de Fréjus
sont du Rassemblement national et ont été réélus brillamment lors des dernières élections municipales. Nous avons vocation à proposer aux Français des solutions qui sont des solutions réalistes, proches de leurs préoccupations, aussi bien en matière de pouvoir d'achat dont on a parlé, en matière de sécurité, mais on aurait pu parler aussi en matière d'immigration. Ce ne sont pas des propositions d'extrémistes. Moi, je suis républicain comme le sont les candidats à ces élections. S'ils n'étaient pas républicains, ils ne pourraient pas se présenter. Je suis un enfant aussi de la République. J'ai fait ce qu'on appelle des grandes écoles, l'école polytechnique, l'école nationale d'administration. Je ne le dois qu'à mon travail. Je n'ai eu aucune faveur. C'est la République. L'école républicaine, c'est l'école qui enseigne les valeurs de la République. C'est l'école aussi qui permet à chaque citoyen d'accéder à les meilleures formations, les meilleurs emplois possibles. Alors oui, je dis à la population de la 11e circonscription qu'ils peuvent compter sur un député qui sera proche d'eux, qui sera disponible pour les représenter à l'Assemblée nationale et appliquer un programme d'union nationale pour leur bien-être quotidien. Merci beaucoup à tous les deux. On est à 12 secondes d'écart sur le temps de parole, je pense. Est-ce que vous êtes d'accord pour vous arrêter là ou M. Pénal, vous avez un petit mot à rajouter ? Non. Je n'ajouterai rien. Voilà, mon parcours professionnel parle pour moi et je suis comme M. Favreau-Bespi. Je ne le dois qu'à mon travail aussi. Voilà. De ce côté-là, on est sans doute deux enfants de la République. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu de ce débat. D'avoir respecté les conditions. Merci à mon équipe en régie. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt sur Anonymal.